Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous culturels de la ville de Safi. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Après ma série de vidéos sur Jean-Jacques Rousseau et après ma série de vidéos sur Karl Marx, je vous invite à une nouvelle aventure à travers l'Angleterre et la pensée anglo-saxonne du XIXe siècle. Pourquoi ce choix? Parce que, tout simplement, la majorité de la pensée de ce XIXe siècle industriel va se faire dans ce pays. En effet, c'est en Angleterre qu'aura lieu, avant tout et surtout, la révolution industrielle. La France, quant à elle, aura un peu de retard du fait de la révolution de 1789. Le XIXe siècle industriel sera le siècle de tous les bouleversements, de tout ce qui va brusquer l'ancien mode de vie basé sur la féodalité pour faire entrer ce siècle dans l'ère industrielle. Mais auparavant, quelques petites remarques. La première remarque est que il y a le XIXe siècle qui correspond au calendrier. C'est pas celui-là qui nous intéresse. On va davantage nous intéresser au XIXe siècle qui correspond au grand bouleversement humain. Aussi, le XIXe siècle que je vous propose commence aux alentours de 1830 et finit en 1914. Pourquoi la date de 1830? Parce que en 1832, un baron en Russie va faire une démonstration du premier télégraphe électrique devant le tsar de l'époque. C'est une chose qui est capitale parce que nous pénétrons de plein pied dans l'ère des communication et dans l'ère de la rapidité. Rapidité est le mot-clé et le mot essentiel de ce sacré XIXe siècle. L'autre remarque est, je vais vous parler d'invention. Lorsque un inventeur ou un découvreur présente une invention, ça ne voudrait pas dire que du jour au lendemain, elle va devenir fonctionnelle. Il faut du temps. Aussi, quand je vous dis invention de telle technologie, elle va s'installer progressivement. Et ce n'est certainement pas tout de suite. Penseurs du XIXe siècle, penseurs anglo-saxons, qu'est-ce que nous allons voir? En premier lieu, Bernard Mandeville avec sa fable des abeilles. Ensuite, ce sera le tour de William Godwin. Ensuite, nous verrons en troisième lieu Jeremy Bentham. Pourquoi ces auteurs? Parce que ils représentent le libéralisme et surtout, ils vont nous emmener petit à petit à cette philosophie, à cette idéologie que l'on appelle l'utilitarisme, la pensée utilitaire qui n'est pas très bien connue dans notre pays. Il faut savoir que le XIXe siècle est le siècle de toutes les utopies. La première utopie est une utopie humaine. C'est le socialisme. On pensait sincèrement qu'avec le socialisme, et pourquoi pas avec le communisme, et même la pensée des anarchistes, on pensait donc sincèrement que le monde allait entrer dans une phase d'égalité, dans une société sans injustice, où tout le monde mettrait en commun les ressources. Les ressources communautaires seraient partagées dans un monde heureux, dans un monde sans gouvernement, dans un monde sans injustice. Malheureusement, nous le savons très bien avec le recul, cette utopie socialiste ne se réalisera
Jamais, mais alors jamais. L'autre utopie est l'utopie du libéralisme, de grands penseurs comme David Ricardo, comme Adam Smith, réellement pensaient qu'en laissant les gens entreprendre à leur manière sans leur mettre deux bâtons dans les roues, en les laissant aller vers l'industrialisation sans le mettre d'entrave, ils allaient créer une richesse qui va se répandre sur l'ensemble de la population, comme si cette richesse allait être distribuée par l'intermédiaire d'une main invisible. Nous savons au contraire que le libéralisme, le capitalisme, l'industrialisation va créer des conditions humaines, des conditions de travailleurs et de prolétaires strictement aliénantes à tel point que les gens mouraient, les ouvriers et les prolétaires mouraient à l'âge de 50 ans et qu'ils travaillaient dans des conditions d'insalubrité, dans des conditions tellement éprouvantes qu'il leur arrivait d'avoir des accidents du travail, tels que des mutilations, tels que des handicaps. On peut dire là également que le libéralisme n'a pas tenu sa promesse, que c'est tout à fait le contraire qui s'est produit. Je vous invite en ce sens à visionner toutes les vidéos que j'ai consacrées à Karl Marx. Mais le 19e siècle est de même le siècle des sciences et des technologies. Beaucoup de scientifiques pensaient de même que, avec la science, le futur des sociétés serait un futur meilleur, avec un grand confort, avec une diminution de la charge du travail. À titre d'exemple, avec l'invention du train et de l'électricité, on pensait qu'on allait créer des villes indépendantes qui allaient communiquer entre elles. Aucune ville ne serait délaissée puisqu'il est tout à fait possible de les relier rapidement par le train et par l'électricité et par les moyens de communication. Cela ne s'est jamais produit non plus puisque nous allons assister à l'émergence de grandes métropoles avec tous ces problèmes des banlieues. On peut dire que finalement, ce sacré 19e siècle n'a finalement pas tenu ses promesses. Si nous devons considérer la littérature de ce 19e siècle, quelques auteurs vont émerger et ils seront des témoins clés de ces grands bouleversements, tant sur le plan humain et social que sur le plan économique et que sur le plan des sciences et des technologies. Sur le plan humain, nous pouvons citer bien sûr Balzac, mais de même le grand et l'immense écrivain français Victor Hugo. D'ailleurs, c'est du côté de ces écrivains français que nous aurons un témoignage. Bien sûr, de même également au niveau des écrivains anglais. L'autre écrivain français de même qui nous servira de témoin, c'est Jules Verne. Il y a dans Jules Verne une grande partie des technologies utilisées et même celles à découvrir par la suite. Ainsi, dans Michel Strogoff, il est question de ces grands espaces qu'il fallait vaincre, puisque Michel Strogoff doit parcourir des kilomètres, des milliers de kilomètres pour porter un message. Auparavant, il était possible d'apporter ce message par les moyens du télégraphe électrique. Malheureusement, celui-ci sera coupé. Donc, dans Michel Strogoff, il est fait allusion au télégraphe électrique, mais de même à cette immensité des territoires qu'il fallait vaincre et qui seront
vaincus. Il y a de même les grandes technologies dans 20 milieux sous les mers où non seulement on va vaincre les distances au niveau des mers, mais également au niveau des profondeurs des mers, des profondeurs donc sous-marines. Voilà donc quelques témoins, quelques écrivains qui vont nous servir de témoins tout au long de notre progression. Au niveau des sciences et des techniques, la première invention qui est capitale, j'en ai déjà parlé, c'est le télégraphe électrique. Avec le télégraphe électrique, il devient très facile de communiquer d'un endroit à un autre qui est beaucoup plus éloigné. Auparavant, les moyens de communication rapides, c'était le télégraphe optique, les sémaphores ou le télégraphe optique de chape. Vous le connaissez bien, ce sont de grandes constructions avec des bras articulés et en fonction de la position de ces bras articulés, on pouvait retranscrire l'alphabet. Évidemment, en pleine nuit, ça devenait difficile de communiquer par ce moyen et de même par des journées où il y a du brouillard. Avec le télégraphe électrique, de grands bouleversements sont possibles du fait même que l'on peut communiquer, d'autant que un jeune scientifique américain va inventer l'alphabet conçu pour le télégraphe électrique, c'est l'alphabet Morse. L'autre invention capitale, elle concernera la maîtrise de l'air par évidemment la montgolfière. La montgolfière n'est pas une invention nouvelle, elle date déjà du siècle dernier. Elle est le fait des deux frères de Montgolfier. Mais elle trouvera son usage s'intensifier dans ce sacré 19e siècle avec la montgolfière dont il est déjà fait allusion dans des livres de Jules Verne. Donc avec ce moyen de transport aérien, il devient possible de franchir des distances dont on ne pouvait rêver auparavant dans le siècle de la féodalité. L'autre invention qui est capitale et qui date du siècle dernier, c'est l'invention de la machine à vapeur. Alors avec cela, il y aura de grands bouleversements. La mise au point du train. Avec le train, nous rentrons réellement dans l'ère de l'industrialisation, puisque le train permet de transporter de la matière première telle que le charbon et la houille d'un point d'extraction, c'est-à-dire des mines, vers des villes, vers des pôles de la sidérurgie. Mais le train, c'est aussi autre chose. Il aura une importance capitale au niveau des États-Unis. Comme vous le savez, au niveau des États-Unis, il y a de grandes distances entre la côte est et la côte ouest. Avec le train, il devient beaucoup plus simple et beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide d'aller d'un endroit, d'une côte donc à une autre côte. Cela aura un impact déterminant puisque le train va empêcher la scission de certains États lointains. Nous savons en effet que l'Amérique est entrée dans une grave guerre de sécession. Donc on peut dire que dans ce pays, le train associé à la communication par télégraphe électrique va permettre la réunification et la poursuite de l'union de ce pays qui est immense. Mais la machine à vapeur, ce n'est pas seulement le train, c'est de même quelque chose de très important. Les navires à vapeur, les bateaux à vapeur. Dans certains films, vous voyez en Amérique des bateaux fluviaux à aubes. C'est grâce à la machine à vapeur, grâce à la propulsion par la vapeur, que ces bateaux vont pouvoir
traverser les fleuves, aller le long des fleuves pour aller d'une ville à une autre. Ça, c'est au niveau des États-Unis, mais la machine à vapeur au niveau des bateaux aura un impact très important au niveau de l'Angleterre. Pourquoi? L'Angleterre a des colonies qui sont lointaines, c'est-à-dire les Indes. Auparavant, pour aller de l'Angleterre vers les colonies, on utilisait les bateaux et les navires à voile, c'est-à-dire un moyen de communication et de transport qui était à la merci des vents. S'il n'y a pas de vent, les navires restent au niveau du quai, au niveau du port et ne peuvent partir que quand les vents sont propices. Ici, les navires peuvent partir à tout moment et aller vers les Indes beaucoup plus rapidement que ne l'auraient fait les navires avec les voiles. On peut dire donc que les rapports de l'Angleterre avec ses colonies seront profondément changés. Et avec ces navires qui marchent à l'énergie de la vapeur, il y aura beaucoup plus d'expéditions. Si auparavant il n'y avait que 5 à 6, voire 10 expéditions dans la mer maritime par an. Ici, ça va être le quotidien et cela va augmenter et devenir de plus en plus dense au fil des années et des décennies. On peut dire donc que ce sacré 19e siècle est le siècle des changements et de la rapidité. En quelques décennies dans ce siècle vont se produire des changements qui auraient pris des siècles et des siècles dans l'époque précédente, l'époque de la féodalité, qui elle-même n'aimait pas trop les changements. À côté des changements des technologies, des changements humains, des changements scientifiques, nous allons malheureusement assister à un autre changement, celui de la destruction de tout ce qui est sacré. La famille sera complètement détruite puisque il devient possible à l'homme et surtout à la femme d'aller travailler ailleurs comme ouvrière et de faire des mariages dits d'amour et de s'éloigner de la famille. De même, pour que l'industrie puisse fonctionner, il fallait de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, où elle se trouve? Elle se trouve dans les familles de la féodalité. Dans la féodalité et sous la féodalité, les gens étaient traditionnels, croyaient en la religion, allaient volontiers à l'église, croyaient en leur tradition. Avec le 19e siècle, ce sacré 19e siècle de l'industrialisation, petit à petit, l'homme ne sera plus le même. Une famille traditionnelle n'a pas besoin de beaucoup consommer. Une femme, un homme traditionnel n'a besoin probablement que de 2 ou de 3 costumes. Un costume pour se marier, un costume peut-être pour les fêtes et un costume pour l'église, à moins qu'ils n'utilisent le même pour tout. Et cela devait être transformé pour faire de ces gens-là des consommateurs. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point-là, qui est la destruction de la famille et la destruction de toutes les traditions sacrées. D'ici là, je vous dis merci pour votre écoute. Je suis Abdessalam Boujedraoui et vous regardez en ce moment les rendez-vous culturels de la ville de Safi.